Nous sommes à Moscou en 1980. Un physicien du nom d'Alexander Chernetsky travaille dans la même direction que Tesla, mais dans un laboratoire. Parallèlement à ces mesures, il installe un dispositif rudimentaire de lampes électriques qui indique la quantité d'énergie produite. Sous certaines conditions, à des tensions élevées et des fréquences rapides, il remarque un effet étonnant. Il note dans ses carnets une élévation de la tension électrique au cœur de l'appareil et une augmentation de la production d'énergie. Sur une période de 4 ans, ses recherches indiquent que cet appareil peut générer 5 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. En Russie ou ailleurs, très peu de scientifiques prennent ces déclarations au sérieux. Mais un physicien de haut niveau qui vient d'Occident et s'intéresse aux limites de la science rend visite à Chernetsky en 1991. Il m'a emmené voir son appareil. C'était une démonstration spectaculaire. J'étais impressionné. Je suis rentré à l'hôtel. C'était ma première nuit à Moscou et je n'ai pas beaucoup dormi. J'étais perplexe. J'essayais de comprendre comment ça pouvait marcher. Je me demandais quel principe était réellement en jeu. Dans ses articles, Chernetsky parle d'exploiter l'énergie du vide, un langage qui rappelle celui de Tesla. Le rapport publié par l'agence de presse russe Novosti décrit quelques-unes des conséquences potentielles extraordinaires, parmi lesquelles la production d'une énergie nouvelle non polluante. Motivé par ce qu'il a vu, Putov prend des dispositions pour permettre à Chernetsky de poursuivre ses travaux aux États-Unis. Le Russe meurt subitement en 1992 et personne ne reprend ses recherches. Les travaux de Tesla, Chernetsky, Jim Griggs et d'autres sont largement ignorés de la communauté scientifique, probablement parce que si les scientifiques osent se mêler de cette aventure révolutionnaire, leur réputation ainsi que les crédits qui leur sont accordés se trouveraient menacés. Mais les choses sont en train de changer. La liberté qu'apporte l'Internet s'attaque au monopole de la communauté scientifique, dominée par le sacro-saint jugement des pairs. Avec la mise en lumière de ces appareils, 1 ou 2 scientifiques de l'establishment commencent à se pencher sur ces problèmes. En effet, ces résultats surprenants trouvent peut-être une explication dans les lois actuelles de la science, en l'occurrence un concept appelé énergie au zéro absolu. Les physiciens savent que nous sommes immergés dans ce que nous appelons l'énergie au zéro absolu. Nous l'appelons ainsi parce que si par exemple on refroidissait cette pièce au zéro absolu, il subsisterait une énergie. Ça peut paraître étrange qu'au zéro absolu, où tout gèle, il reste une énergie, mais c'est bien ce qui se passe. Andreï Sakharov, le physicien soviétique, affirme qu'il faut considérer que la matière flotte dans une mer universelle d'énergie. Les physiciens modernes nous disent que l'espace entre les étoiles et l'espace entre les particules qui constituent la matière est rempli de grandes quantités d'énergie fluctuante. Ces fluctuations sont d'ailleurs fondamentales pour la perception que nous avons de l'organisation de la nature. Si l'on prend un atome avec son noyau et ses électrons en orbite, les physiciens modernes nous disent qu'il y a un certain flou entre les niveaux d'énergie des électrons, un peu comme le flou d'une photo. On ne peut pas déterminer à la fois la position et la vitesse des électrons. De plus, les fluctuations aléatoires des niveaux d'énergie peuvent être assez intenses pour faire spontanément surgir du vide des paires de particules et pour les faire disparaître à nouveau. Comme Einstein nous l'a enseigné, l'énergie se transforme en matière et redevient énergie. C'est l'une des manifestations les plus extraordinaires de l'énergie au zéro absolu. En quelle quantité cette énergie existe-t-elle? Sera-t-elle jamais exploitable? Il semble que cette énergie soit assez intense. Le prix Nobel Feynman et l'un des protégés d'Einstein, Wheeler, adoraient commenter le degré d'intensité de cette énergie. Wheeler disait qu'il y avait assez d'énergie dans le volume d'une tasse à café, et même bien plus qu'assez, pour faire évaporer l'eau de tous les océans de la planète. Les implications sont loin d'être négligeables. Ça pourrait aller de la pile de votre brosse à dents électrique, qui ne s'use jamais, à l'alimentation en énergie des porte-avions et des engins spatiaux. Si l'énergie au zéro absolu existait, et si on pouvait l'exploiter, ce serait comme si on était à côté du plus grand barrage du monde. Si on y perçait un trou et qu'on utilisait la pression de l'eau, on aurait ainsi toute l'énergie dont on aurait besoin. Est-il possible que Tesla, Chernetsky ou même Jim Griggs de Géorgie aient pu trouver la clé qui ouvre non seulement cet océan d'énergie insondable, mais perce aussi certains mystères de l'univers? L'énergie au zéro absolu est la pierre de Rosette de la physique.
Avec la pierre de Rosette, on a pu déchiffrer une langue inconnue grâce aux 2 autres langues inscrites sur la pierre, qui, elles, étaient connues. Nous avons différentes lois qui tentent d'expliquer l'univers. Il n'y a pas une seule théorie, mais il y en a 3. Si la pierre de Rosette de la physique existait, on pourrait faire fusionner ces 3 théories en une seule, et l'on comprendrait la source, l'origine et la formation de l'univers. C'était pendant l'embargo pétrolier contre les États-Unis. J'étais effrayé à l'idée qu'un petit pays du Moyen-Orient puisse paralyser les États-Unis. Quand j'ai découvert que toute l'industrie américaine et le monde entier dépendaient entièrement de l'approvisionnement et de l'utilisation de l'énergie, il m'a semblé essentiel de trouver une source d'énergie alternative. Naturellement, je pensais au départ qu'avec un bon financement, on pourrait y parvenir en l'espace de 6 mois. En réalité, il a fallu 12 à 15 ans. Dans les années 70, Stan Meyer se lance seul dans l'aventure. Son but est de résoudre les problèmes énergétiques de l'Amérique. Il décide d'utiliser l'eau, la réserve mondiale la plus abondante d'hydrogène, combustible au demeurant bien plus puissant que le pétrole. Meyer se bat pendant 15 ans pour que l'on prenne son invention au sérieux. La plupart des inventeurs sont des solitaires. Il faut avoir une carapace et ne pas dépendre des autres parce que personne ne vous aidera. Il est très fréquent qu'une invention soit dérobée à son inventeur. À mes débuts, on m'a même volé des brevets. J'ai appris à mes dépens. Meyer s'est toujours distingué des autres. Il n'a pas de formation classique en tant que scientifique puisqu'il n'a jamais terminé ses études secondaires et s'est lancé dans la recherche à l'Institut de l'énergie Battelle dans son Ohio natal. Il est maintenant inventeur indépendant à temps complet et possède un appareil dont les implications sont potentiellement révolutionnaires. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'une machine puisse extraire l'hydrogène de l'eau. En revanche, ce qui est très original, c'est qu'elle le fasse à partir de l'eau du robinet. La méthode traditionnelle est celle de l'électrolyse. Meyer a inversé ce procédé. Contrairement à l'électrolyse, son appareil n'utilise pas beaucoup d'électricité. Il ne produit pas non plus de chaleur perdue. Depuis 20 ans, il affine une méthode qui permet de casser la molécule d'eau et de produire de grandes quantités d'hydrogène à la demande. Ceci n'est pas son dernier appareil. Il ne souhaitait pas qu'on le filme. Grâce à ce simple dispositif, il a pu montrer à un institut de la propriété industrielle incrédule que son concept révolutionnaire fonctionne bien. Des barres en alliage métallique servant d'électrodes sont logées dans un bac en plexiglas rempli d'eau. Une tension d'alimentation normale est appliquée via un transformateur. Mais le dispositif utilise très peu de courant, moins d'1 demi-ampère. Le résultat est spectaculaire. L'hydrogène se dégage dès la mise sous tension. Meyer déclare que la clé de son système repose sur les composants électroniques qui contrôlent l'alimentation en courant des barres à une fréquence atteignant 20 000 Hz par seconde. D'une manière qui n'est pas immédiatement visible, ce procédé transforme l'équation. L'électrolyse normale consomme 3 fois plus d'énergie qu'elle n'en produit sous forme d'hydrogène. Dans l'appareil de Meyer, c'est l'inverse qui se passe. Il semble produire plusieurs centaines de pourcents d'énergie de plus que ce qu'il consomme. Stan fait référence aux mêmes éléments que ceux qui ont essayé d'exploiter l'énergie au zéro absolu. Il y a les hautes fréquences et les hautes tensions. L'association des deux semble parfois déclencher un phénomène. En Russie, Chernetsky le désignait comme une décharge critique, auto-entretenue. Le tube s'auto-alimentait. Quand Stan obtient cet effet, les quantités d'hydrogène et d'oxygène produites par ces deux électrodes sont une fonction discontinue. L'eau atteint presque le point d'ébullition. Si je réalisais cette expérience en électrochimie classique, j'aurais besoin de courant
et la température de l'eau s'élèverait d'1 degré toutes les 2 secondes. Le système de Stan, lui, fonctionne pendant une demi-heure et la température de l'eau reste inchangée. Il y a quelque chose de différent. Meyer reproduit cette expérience sans difficulté. Et cela représente pourtant une révolution extraordinaire. Les mesures qu'il a faites au cours des années suggèrent un rendement supérieur de 1700% par rapport à celle de l'électrolyse classique. Et selon ses dires, il a obtenu des résultats encore meilleurs avec sa dernière invention, qu'il tient encore secrète. J'ai rencontré Meyer pour la première fois lorsque 2 de mes collègues et moi-même lui avons rendu visite pour voir son appareil de fission des molécules d'eau. Il nous a donc fait la démonstration du fonctionnement de sa cuve qu'il a remplie d'eau du robinet. Plus exactement, c'est moi qui l'ai remplie. Puis il l'a branchée et presque instantanément, 3 mâchoires de serrage sont tombées à cause du débit auquel le gaz se déversait. C'était tout à fait surprenant. Quelle que soit la source d'énergie utilisée par Meyer, elle était sans commune mesure avec la puissance électrique consommée. Quelque chose l'alimentait en dépit de l'opinion communément admise. Le gaz qui se dégage si abondamment est évidemment de l'hydrogène. En l'allumant, Meyer produit une flamme dont la température est si élevée qu'elle peut découper du métal. Stanley Meyer rencontre beaucoup de difficultés. Par 3 fois, il a tenté de lancer son appareil. Il a organisé des conférences de presse, contacté la presse technique. Mais à chaque fois, on s'est moqué de lui. Surtout au début. On a ridiculisé son idée. On lui accorde un peu plus d'attention aujourd'hui parce que certains scientifiques s'intéressent à lui. Mais en général, la science est très intolérante, en particulier la science moderne. Les revendications de Meyer, comme celles de Tesla, de Griggs et des autres, sont si éloignées du savoir scientifique admis qu'elles sont ignorées par la majorité de la communauté scientifique. Mais Meyer leur rend l'appareil. Depuis 10 ans, il applique toute son énergie à gagner la reconnaissance de ses revendications par l'obtention de brevets internationaux. Il était très difficile de présenter les documents légaux de manière à faire comprendre le processus à l'Institut de la propriété industrielle. Un jour, nous avons transporté la cuve d'eau jusqu'à Washington. Et bien sûr, je l'avais réglée pour qu'elle produise une énorme quantité d'hydrogène. L'instructeur du dossier de la demande de brevet a déclaré que ça ne pouvait pas fonctionner selon le processus de l'électrolyse. On a mis la machine sous tension et elle a immédiatement produit une énorme quantité d'hydrogène. L'instructeur, qui a soudain réalisé ce qu'on était en train de faire, est sorti dans le couloir en hurlant « Éteignez vos cigarettes, il y a de l'hydrogène dans le bâtiment ». On a bien ri, on s'est dit qu'on avait réussi à convaincre tout le monde qu'on pouvait faire exactement ce qu'on avait annoncé. Malgré cela, l'Institut de la propriété industrielle américain a attendu 3 ans avant de leur accorder un brevet pour leur machine. Depuis, Meyer a quand même réussi à faire breveter sa machine en Europe et au Japon. Mais cette machine n'est que la première étape en direction du rêve ultime de Meyer. Si tout se passe bien, l'application de sa technologie marquera le XXIe siècle, autant que les inventions des frères Wright et de Carl Benz ont marqué le XXe. Il adapte actuellement un buggy qui fonctionnera à l'eau. Il n'aura pas de réservoir d'essence, ni de conteneur d'hydrogène, juste un réservoir d'eau. Il a inventé un appareil appelé séparateur d'eau pour remplacer la bougie d'allumage. L'eau injectée dans le moteur est fractionnée en hydrogène et oxygène et sert de combustible. Actuellement, il travaille sur un équipement universel capable de modifier n'importe quel moteur. Il espère en faire la démonstration sur ce véhicule d'ici 12 mois. Évidemment, utiliser de l'eau comme combustible est exceptionnel, car elle ne produit que de la vapeur d'eau. On résout ainsi les problèmes de pollution de l'environnement. En utilisant de l'eau, on préserve l'équilibre de la planète. Meyer avoue qu'il protège ses inventions au point d'en devenir paranoïaque. La plupart de ceux qui l'ont approché le décrivent comme un excentrique et pensent que sa voiture n'est que pure folie. Mais la folie et le génie font bon ménage. Meyer partage avec de nombreux inventeurs un problème bien plus important que la paranoïa. En tant qu'ingénieur ne possédant aucun bagage scientifique, il doit franchir un énorme obstacle, parvenir à communiquer avec les scientifiques. La langue utilisée par les inventeurs pour décrire leurs découvertes n'est pas celle que j'utilise en tant que scientifique. Je dois donc traduire sous une forme qui ait du sens pour moi afin de comprendre ce qu'ils essaient de dire.
Ça pourrait aussi bien être écrit en swahili. Ça ne m'incite pas beaucoup à faire des efforts pour comprendre. Je ne pense pas qu'il en sortirait des trésors de sagesse. C'est la loi des rendements décroissants. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème de communication. Un large fossé sépare les scientifiques et les inventeurs. En effet, la plupart des scientifiques refusent totalement de risquer leur réputation pour traiter des sujets qui n'ont pas une origine purement scientifique. La peur du ridicule empêche un grand nombre de scientifiques de se pencher sur certaines questions. On vous considère comme un paria. Vous ne voulez pas que vos collègues vous surprennent à vous abaisser à une telle vulgarité. D'un côté, vous avez des choses qui fonctionnent, mais qui manquent d'intérêt, et de l'autre, des choses qui sont tirées par les cheveux, mais qui seraient vraiment révolutionnaires. Il faut donc peser le pour et le contre, et voir ce qui serait le plus profitable pour vous. Ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, pensez à la stratégie. Dois-je demander des subventions, et dans l'affirmative, avec qui serais-je en concurrence? Quelle chance a mon projet d'être soutenu? Parce que dans le domaine scientifique où je travaille, il ne faut pas compter avoir une idée le vendredi et commencer les expériences le samedi. Il faut des mois, voire des années de préparation. Meyer et ses semblables ont peut-être été ignorés par la communauté scientifique, mais certainement pas par le puissant complexe militaro-industriel. Depuis 10 ans, Meyer dit que de nombreuses organisations très influentes ont discrètement pris contact avec lui, bien que celles-ci n'admettront jamais publiquement avoir traité avec Meyer. Elles sont partie prenante dans l'exploration de l'espace et aussi dans le domaine militaire. Quand ils ont compris ce qui se passait vraiment, au nom de la sécurité nationale, je n'ai plus eu aucune liberté de décision. Les militaires de la NASA ou le gouvernement fédéral étaient libres d'utiliser ou non mon invention à leur convenance. La NASA tente par tous les moyens de reconquérir un peu de sa gloire perdue. Face à la résistance du Congrès, l'époque des budgets illimités investis dans la conquête spatiale est révolue depuis longtemps. En soutenant une nouvelle source d'énergie qui respecte l'environnement, elle retrouverait des appuis solides. En tant qu'ancien chercheur de la NASA, le professeur Paul Ziss est tenu au courant des travaux de l'agence. La NASA possède de grands centres de recherche. Celui de Lewis à Cleveland, Ohio, est chargé de la propulsion. Imaginez qu'au lieu d'avoir une fusée de 453 000 tonnes, dont 400 000 tonnes de carburant, vous ayez un dispositif qui sépare les molécules d'eau et alimente les moteurs, sans aucun composé explosif. Si la confirmation publique d'un contact de la NASA était faite, cela donnerait un fameux coup de pouce à la technologie de Meyer. Mais Paul Ziss dit que ces accords se font toujours en secret. Ils cherchent de nouvelles sources d'énergie. D'après mes informations, ils ont effectivement travaillé avec Stan. Ils ont essayé de comprendre ce qu'il fait et ils ont passé un contrat avec lui. Je comprends aussi pourquoi, face à l'administration de Washington et au contrôle du Congrès, ils ne l'admettront jamais publiquement. Ce qu'ils feraient serait immédiatement en but à la suspicion et considéré comme une menace. Même si une infime partie des revendications de Meyer était réalisée, l'engagement de la NASA serait justifié. Ce serait aussi une énorme menace pour ceux qui ont de nombreux intérêts établis et qui sont déterminés à conserver leurs privilèges. Si l'appareil de Stan Meyer fonctionne comme il le dit, l'énergie serait disponible dans le monde entier et quasiment gratuite. Les répercussions seraient extraordinaires. Toute nouvelle technologie fait naître de nombreuses oppositions, parce qu'elle touche beaucoup de facteurs économiques. Par exemple, aux États-Unis, nous dépensons environ 200 milliards de dollars par an pour l'importation du pétrole. Il est évident que les Arabes seraient prêts à payer 200 milliards de dollars pour contrecarrer cette technologie.
Un grand nombre de fois au cours de ces 10 dernières années, on m'a proposé d'énormes sommes d'argent pour céder mon invention ou la laisser dans les cartons. Les Arabes m'ont offert plus d'1 milliard de dollars en liquide simplement pour garder mon invention secrète et ne rien en faire. Très souvent, j'ai reçu des menaces de mort, mais je crois à ma bonne étoile. Si ce n'était pas le cas, je ne croirais pas non plus pouvoir rester longtemps parmi vous. Si l'invention de Stadtmayer fonctionnait, tous les moteurs à piston et toutes les turbines à gaz du monde entier pourraient fonctionner avec son convertisseur. Une petite invention suffirait à mettre au point des appareils autonomes qui fonctionneraient dans le monde entier. Mais les sociétés qui vendent l'énergie feraient faillite. C'est exactement ce qui est arrivé au chariot Conestoga avec l'arrivée du train ou au Poney Express avec l'avènement du télégraphe. Cette technologie sonnerait le glas d'intérêts internationaux gigantesques qui ne se laisseraient peut-être pas faire si facilement.